Bonsoir à tous ou bonjour, soyez les bienvenus dans iWeek, toute l'actu Apple en live. Nous sommes le 23 janvier 2014. Demain, on va fêter un anniversaire et on va le fêter cet anniversaire avec nos invités. Les 30 ans du Mac, c'est pour dans quelques heures. Alors, on va tout de suite faire un tour de table pour vous présenter ceux qui sont avec nous pour passer en revue ces 30 ans d'histoire du Mac. On commence avec toi, Gilles. Gilles Dounès. Salut, comment ça va, Gilles ? Ça va bien, Benjamin. Et toi ? Bah écoute, ça va très bien. C'est un plaisir de te retrouver comme à chaque fois dans iWeek. Oh, le plaisir est partagé, surtout avec cette fine équipe que tu vas nous présenter. Absolument, fine équipe avec deux autres de nos camarades. On rappelle, Gilles, que tu es le rédacteur en chef de MacPlus.net, le plus vieux site, hein ? Le plus ancien en activité, oui, c'est ça. Exactement. Depuis 2007. Voilà. 97, pardon. Ah, tu vois, hein, quand on change de dizaine, hein, on se trompe. C'est un grand classique. Avec nous aussi ce soir dans iWeek, Alexandre Lenoir. Alors, vous le connaissez évidemment pour Watch TV. Salut Alex. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Salut, tu es à l'étranger, sans doute sur un déplacement qui a plus à voir avec le garage qu'avec iWeek. Alors exactement, je suis en Italie, du côté d'Argentario, au nord de Rome, et effectivement je suis là pour essayer une voiture. J'espère que l'émission va bien se passer. J'ai l'impression que ma connexion n'est pas terrible, mais bon, pour l'instant ça tient. Écoute, pour l'instant on t'entend parfaitement et on croise les doigts. On est sûr que voilà, tu vas pas nous lâcher, la liaison va pas nous lâcher. Pour les 30 ans du Mac, quand même, ce serait très malvenu. On rappelle que tu es aussi l'un des piliers d'iCreate, hein, le magazine qu'on adore tous. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous en parler d'iCreate parce que, regardez, c'est un numéro hors série exceptionnel pour fêter les 30 ans du Mac. Alors, il est en kiosque, mais il est dur à trouver. C'est une bible, hein. Je vous montre pas la tranche, enfin si je vous la montre, hein, c'est du lourd, 180 pages à peu près, et vraiment c'est un numéro collector à garder. On va aussi beaucoup s'appuyer dessus, Alex, et bravo à l'équipe autour de Nicolas Gauzelan, avec toi, avec Olivier Frigara et avec David Benamou qui fait toujours des miracles à la maquette, hein. Merci pour eux. Voilà, bravo en tout cas pour ce hors-série. Et puis il y en a un qui a eu du mal à trouver justement ce hors-série, je le sais, parce que tu me le disais à l'instant. Eli Abitbol, salut. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour Eli. Bon, tu l'as ce hors-série toi aussi alors ? Absolument. J'ai fait 3-4 kiosques, mais j'ai fini par le trouver. Donc il est sur mon bureau en attendant l'édition dédicacée par l'équipe. Voilà, que tu auras, c'est sûr. Alors Eli, je rappelle en un mot que tu es une figure, un ancien du monde Mac, hein, et que on peut te croiser sur les bords de la Méditerranée. Absolument. Donc sur la Côte d'Azur, où il fait beau pour une fois, après les inondations. Et donc dans le local, là, cette fois-ci, on tente une séance en live depuis la boutique. Donc j'espère qu'on ne sera pas trop interrompu par des bruits. Dans cette boutique, où on est depuis 1983, c'est-à-dire un an avant le lancement du Mac. Voilà, et donc tu es le revendeur MCS à Nice, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui passeront à Nice, on conseille évidemment de s'arrêter chez toi. Alors les 30 ans du Mac, c'est pour dans quelques heures. On va prendre l'histoire dans l'ordre, hein, justement, les amis. On va remonter à ce mois de janvier 84, et même on va revenir fin 83, puisque c'est à ce moment-là que s'est dessinée l'arrivée du Mac. Peut-être que pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, je vais vous proposer de regarder une vidéo, une archive qui est vraiment entrée dans l'histoire. C'est évidemment avec Steve Jobs, et c'était justement pour présenter aux salariés d'Apple la fameuse vidéo, la fameuse pub qui va dévoiler le Macintosh quelques semaines plus tard pendant le Super Bowl. C'est évidemment la pub 1984. On retrouve Steve Jobs. It is now 1984. It appears IBM wants it all. Apple is perceived to be the only hope to offer IBM a run for its money. Dealers
initially welcoming IBM with open arms, now fear an IBM-dominated and controlled future. They are increasingly and desperately turning back to Apple as the only force that can ensure their future freedom. IBM wants it all and is aiming its guns on its last obstacle to industry control, Apple. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right about 1984? For today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Voilà, Steve Jobs, c'était donc fin 1983. Et alors, on l'entend si on tend l'oreille, mais pendant cette salve d'applaudissements qui va durer des dizaines de secondes, on l'entend presque glousser intérieurement de plaisir. Alors, tout l'avant-propos de Jobs, c'était pour rappeler le contexte de ces 30 dernières années, donc avant 84, et notamment la volonté de domination d'IBM. C'était vraiment l'ennemi à l'époque. Hein. Qui veut prendre la main là, sur le dossier IBM à l'époque? C'est pas ce qu'il y a de plus simple, le dossier IBM de l'époque. Oui. Alors, IBM est l'ennemi, mais il faut aussi se rappeler que l'Apple II est encore une star, et même resté une star encore très longtemps après le lancement du Mac. Donc, l'Apple II qui a fait entrer le micro-ordinateur dans les familles. Donc, oui, IBM est l'ennemi, le Mac se moque d'IBM. Mais voilà. Je voulais juste revenir une seconde sur ce film, parce que c'est assez amusant aujourd'hui, on le connaît tous, il est devenu culte, mais à l'époque, en dehors des États-Unis, bien évidemment, personne ne le connaissait, ce film, et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, et donc finalement le monde l'a découvert bien plus tard, c'est ça qui est assez marrant. Ouais. Absolument. Alors, on ne se souvient pas forcément de ce à quoi ressemblait le Mac au début, mais alors c'était quand même assez rudimentaire. Hein. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine, ça, les amis? Bien sûr, Mac Paint. Et en même temps, il faut bien se dire qu'à l'époque, c'était absolument révolutionnaire de pouvoir faire ça. Alex, l'interface graphique comme ça, c'était... Je ne peux pas te dire mieux, parce que moi j'ai eu le bonheur d'avoir le Macintosh 128 comme premier ordinateur personnel. Oh bah donc je pense que c'était difficile de faire mieux à l'époque. Je me souviens que mon père, moi j'avais 14 ans à peine, voulait acheter un ordinateur pour la maison. On pensait au Commodore 64, hein, qui était la star aussi dans les familles, une des stars dans les familles de l'époque. Et puis, étant un petit peu de la partie et branché sur ces technologies, il a eu vent de cette machine qui allait arriver, le Macintosh, et il a dit on attend un petit peu et on achète le Mac. Et voilà, donc j'ai eu ce plaisir d'avoir cette machine comme première machine pour travailler. Et MacPaint, j'y ai passé des heures. Évidemment. Alors, on parlait des membres de l'équipe. Voilà, quelques-uns des visages. Alors, ils ont évidemment, alors, certains ne sont plus là, d'autres ont évidemment pris un petit coup de vieux. Andy Hertzfeld n'a pas trop changé. Mais enfin voilà la petite bande de génies, hein, qui ont créé le premier Mac en 84. Voilà, je voulais juste qu'on voit quelques-uns de ces visages pour
Voilà, pour ne pas oublier comment tout ça a commencé. Allez, on est parti. Il t'en manque un dans cette vidéo, c'est Bill Atkinson. Voilà, enfin ils sont pas tous là, hein. Ils sont pas tous là, Ellie, mais c'était juste pour qu'on en voit au moins quelques-uns. Absolument. Bill Atkinson, ils étaient quand même quoi, une vingtaine, hein. Au départ, oui, après c'est devenu une équipe jusqu'à 100 personnes. Mais au départ, en fait, Steve a recruté des talents un peu partout dans la boîte au fur et à mesure. Au début, c'était Burrell Smith parce que c'est lui qui a fait la carte mère. Après, il y a Dan Cott qui s'est occupé de l'alimentation. Ouais. Et en fait, ils avaient besoin de programmeurs de génie. Donc, ils ont pris Bill Atkinson parce qu'il avait fait toutes les routines graphiques du Lisa et Steve Jobs voulait absolument Lisa Graph, qui est devenu QuickDraw après. Donc, il l'a débauché dès le début. Et puis après, en parcourant Apple, en fait, il est arrivé dans le bureau d'Andy Hertzfeld, tout le monde lui en avait parlé. Et il lui a dit, écoute, tu viens travailler avec moi. Il lui a débranché l'Apple II, où il était en train de compiler quelque chose, et il l'a pris sous le bras, il est parti. Donc, et Andy l'a suivi. Il le voulait. Oui, ça fait partie des scènes à peu près fidèles à la réalité qui ont été tournées dans Jobs, le film, ouais, en effet. Absolument. Alors, donc, il y a eu cette première époque de Mac tout en un, hein, le 128, le 512, le Plus, le SE, le SE30, le classique couleur, hein, avec la couleur qui arrive sur le Mac. Et puis, on est passé à une grosse machine. On a quelques secondes d'image, d'ailleurs, de cette bestiole, là. C'est ce gros pavé, c'est le Macintosh 2. Oui, bon, absolument. Il est un petit peu avant Benjamin, je suis désolé. Je crois qu'il doit être en 85 ou 86. 87. 87. Il est en 87, le Macintosh 2, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est sorti avant, alors que les tout-en-un étaient toujours là, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que je veux dire, oui. Voilà, absolument. Oui. Et puis le Mac 2, il ne faut pas oublier que c'est un produit voulu par Jean-Louis Gasset, qui entre-temps était parti aux États-Unis. Donc il dirigeait Apple France et il a été appelé à Cupertino après le départ de Steve. Et lui, dans sa première voiture en Californie, il avait une plaque qui s'appelait Open Mac. Et le Mac 2, en fait, c'était un Macintosh ouvert. Donc ça venait de là. Ouais. Alors voilà, on en est là, on est grosso modo en 89, 87 d'ailleurs, 87 pour le Macintosh 2. Apple est très connu aujourd'hui pour ses portables, mais le premier Macintosh portable, il date de 89 justement. C'était une drôle de bécane, hein. C'était pas vraiment le portable peut-être qu'on le connaît aujourd'hui, Alex. Alors, c'était une grosse machine, mais alors faut remettre les choses dans le contexte. Effectivement, les PC portables de l'époque, parce qu'il y en avait quelques-uns, étaient encore plus gros. Ils avaient un format plus machine à coudre que celui-là, parce que souvent, ils étaient en forme un peu de valise et se dépliaient comme ça. Et l'écran était tout petit. Le Macintosh portable donc, faisait 7 kg, ce qui était le poids du Macintosh 128, hein, grosso modo. Simplement, il était conçu autour d'un processeur plus puissant. Et il avait une autonomie qui était phénoménale, puisqu'il tenait plus de 10 heures en fonctionnement. Bon, il n'avait pas tous les raffinements qu'ont les portables aujourd'hui, mais quand même quelques petites choses bien trouvées. Un trackball qu'on pouvait placer soit à gauche, soit à droite. Un écran à matrice active qui n'était pas rétroéclairé, mais qui était de très très bonne qualité pour l'époque. Enfin, beaucoup de choses qui ont aidé, même si c'est une machine qui a pas formidablement marché parce qu'elle a été évidemment très chère, qui a quand même contribué à faire rentrer Apple dans l'ère de la mobilité. Et après, ils ont concrétisé avec les premiers PowerBook qui là ont été un vrai succès. Ouais. Absolument. Alors juste les images que vous avez vues, c'était un Macintosh portable qui a été grandement amélioré parce qu'on l'a vu faire tourner macOS 10. Hein, donc, oui, avec l'écran couleur d'ailleurs. Hein oui, tu as remarqué que c'était pas vraiment le modèle de 89. Oui, d'ailleurs tu me l'aurais dit, je te l'aurais montré, j'en ai un là. Par contre j'en ai un ici. Ah, t'en as vraiment un ici. Je suis pas sûr qu'il démarre, hein, mais j'en ai un dans notre vitrine, dans notre musée. Ah bah, formidable. Bien, tu as d'autres modèles, hein, certains très rares, dont on va parler un peu plus tard, Ellie. Voilà, donc on est en 89. Un an plus tard, le Mac LC, alors c'était la boîte à pizza, vous vous souvenez? La boîte à pizza, parce que c'était une boîte toute plate, rectangulaire. On a aussi dit que c'était le premier Mac accessible, abordable. Gilles, moi par exemple, c'est le premier Mac que j'ai pu m'acheter. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Oui, alors je l'ai eu, ce LC1. Par contre, moi j'ai commencé avec j'avais commencé à commander un 128
Et j'ai eu un 512, ça doit être en décembre 84 ou 85, je sais Ah non, le LC sort en 90. Non, un 512 un Mac 512. sur lequel on a glissé. Et ensuite, après le Mac+, j'ai eu un LC qui était effectivement le premier Mac abordable en couleur. Il y avait le système 7, je pense, à l'époque. Ah oui, je pense. Ouais. Déjà. Il avait un lecteur de 144 1,44 mégaoctets qui était l'évolution du lecteur de disquette, qui était un des attraits du premier Mac avec le lecteur Sony, qui avait des disquettes et plus les floppy solides, de petits formats. Voilà, plus les floppy disques souples qu'on connaissait jusque-là. On va avancer encore d'un an. On se retrouve en octobre 91, Elie, et on arrive sur le premier PowerBook. Alors là, pour le coup, c'est ce qui ressemble vraiment, pour le coup, enfin, à un portable tel qu'on le connaît aujourd'hui. Absolument. Donc, il était en plastique gris foncé, mais c'est les concepts tels qu'on le connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as la vidéo, on va peut-être le voir. Mais ça ressemble effectivement, en plus primitif, mais c'est vraiment un portable qui était déjà très innovant et très différent des portables de la concurrence, on va dire. Alors, et l'une des grandes nouveautés, on la voit là, c'est le trackball. Hein. Bien sûr. Alex, le trackball. Alors le trackball central, parce que donc le Macintosh portable avait déjà un trackball qu'on pouvait donc déplacer, je disais tout à l'heure, à droite ou à gauche du clavier, si on était gaucher ou droitier. Là, Apple le met au milieu, et ce que fait Apple, c'est fondateur, parce que c'est simplement, il crée le design des portables modernes, c'est-à-dire avec le clavier juste sous l'écran, un repose-poignet devant, et donc l'écran qui se déplie comme ça, et le design des portables n'a jamais changé depuis, que ce soit évidemment dans le monde PC ou dans le monde Mac. Tout le monde a copié ce design. Et alors le PowerBook 100, qui est le portable qu'on voyait là, est même encore plus fondateur que ça, parce qu'on pourrait presque dire que c'est le premier ultra portable, dans le sens où il était très léger, il n'avait pas de lecteur de disquette intégré, il était déporté sur un système externe, et donc c'était une machine absolument légère. Elle faisait autour de 2 kilos, je crois, de mémoire, je peux me tromper, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une machine fondatrice à beaucoup plus d'un titre. Ouais. Alors, on est donc en octobre 91. Au même moment, Apple lance le Mac Quadra, qui est la première tour, en fait, Apple. Et dans iCreate, vous mettez en avant le fait que le plus puissant des quadras, je crois, n'a pas dépassé 40 MHz. Hein, c'est ça, Alex? Absolument. Oui. Alors ça, c'était le gros problème du processeur de l'époque utilisé dans le Quadra, le 68040, c'est que Motorola n'a jamais réussi à le faire monter en puissance au-delà de 50 MHz. C'est-à-dire qu'il chauffait beaucoup trop. Il pouvait monter plus, mais ce qu'il aurait été nécessaire pour le refroidir dépassait largement le volume d'une tour. Donc Apple l'a limité à 40 MHz dans un Quadra qui était le 850, je crois. Je peux me tromper. Et voilà. Donc la première tour, le Quadra 700, qui en fait était un boîtier de Mac 2 CX ou CI qui avait été posé sur la tranche, parce que Apple avait remarqué que les designers qui utilisaient cet outil en PO l'avaient posé sur la tranche et se retrouvaient avec un lecteur de disquette dans le mauvais sens, donc et un logo Apple dans le mauvais sens. Donc ils avaient mis le logo dans le bon sens et des petits patins en caoutchouc, et voilà, la première tour était née. Ouais. D'accord. Bon, moi, il y a un an après, il y a un autre Mac qui, moi, à l'époque, m'a fait rêver, et c'était aussi assez novateur dans l'approche. On va voir d'ailleurs la pub de l'époque. Je vous ferai réagir après. Allez, on va la regarder tout de suite. C'était pour le PowerBook Duo. J'imagine que ça vous dit quelque chose. Regardez. It's an idea so powerful, it can transform your business. It's an idea so personal, it can transform your life. It's an idea so intelligent, it can transform itself. Introducing PowerBook Duo from Apple. Voilà, on est en octobre 92 et donc c'est un PowerBook avec un dock
Là aussi, c'est assez révolutionnaire à l'époque, Elie, non? Ah oui, absolument. Et c'est un des concepts, comme Apple en a le secret. Donc, ils nous avaient sorti ça et c'était hallucinant, cette idée d'avoir le portable, le glisser. Il y avait toute la connectique, il y avait les écrans. Pour l'époque, c'était une vraie révolution. Ouais. Alors, ça va être une période assez chargée pour Apple parce qu'il y a un autre, il y a un vrai saut technologique qui se prépare. C'est le passage au PowerPC. Alex, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler quel était l'enjeu à l'époque pour Apple? Eh ben alors, justement, l'enjeu, puisqu'on parlait du Quadra tout à l'heure, l'enjeu c'était d'aller au-delà de la puissance qu'offrait le 68040 de Motorola. Et donc la seule façon, c'était de changer de technologie, de passer d'un processeur qu'on appelle architecture CISC à un processeur architecture RISC. Et ce qui offrait donc cette technologie, c'était le PowerPC. Alors Apple a entamé là une migration, comme depuis elle l'a fait plusieurs fois, mais là c'était vraiment la première fois où il fallait migrer tout le système Mac vers une nouvelle architecture sans trop pénaliser les utilisateurs. Et bon, ils ont réussi à le faire avec ce qu'on appelle des interpréteurs qui émulaient un 68.0 quelque chose sous le PowerPC. Alors, ça marchait plus ou moins bien, mais ça permettait quand même de continuer à faire fonctionner ces logiciels et ces périphériques le temps de faire sa transition vers le nouveau système. Voilà. Et donc sont nés les premiers PowerPC avec ce qui était à l'époque reconnu comme les ordinateurs personnels, on va dire les tours les plus puissantes du monde, notamment la référence m'échappe, peu importe. Voilà, le Power Mac. C'était le 8100. 8100, 8200, c'est ça, ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le lancement du PowerPC. Il se trouve qu'on était aux États-Unis à ce moment-là et on a appris qu'il y avait une conférence de presse, donc Apple, dans un grand hôtel à San Francisco. Et en fait, avec un copain, on s'est incrusté dans cette conférence, mais au culot, c'est-à-dire qu'on avait un caméscope à l'époque, un 8 mm. On est arrivé à l'accueil et on a dit French Press. On n'avait pas de carte de presse, bien entendu, mais on avait la caméra. Et bon, les Américains pensant que si on était là, c'est qu'on devait y être. Ils nous ont laissé rentrer dans la salle. Et donc, on a assisté à toute cette présentation, mais en direct live. Je dois encore avoir la cassette vidéo quelque part. Ah, envoie. Mais je la retrouve, je te l'envoie. D'accord. C'est une chose qui serait strictement impossible aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, même si on est prêt à faire 10 000 km pour rentrer, on peut même pas passer la porte quand il y a une annonce à San Francisco. Bref. Et même parfois, avec un badge de presse, on n'a pas de place. Donc Oui, tu as remarqué aussi. Hein. Bon, on en reparlera. On se retrouve, on va faire un bond de 4 ans, parce que finalement, il ne se passe pas grand-chose dans ces années 95-96. On se retrouve en juin 97. Et là, c'est un anniversaire, c'est les 20 ans d'Apple. Et pour ces 20 ans, Apple sort une machine, Elie, dont tu es, je crois, l'heureux propriétaire. Absolument. Le Spartacus. Ouais, absolument. Oui. Ben oui. En fait, bon, il y a quand même un petit truc à dire rapidement sur cet intervalle, c'est qu'entre 95 et 97, Apple allait pas très bien. Hein, donc, on était passé dans une période un peu confuse, complexe, où ils annonçaient presque des nouveaux modèles tous les 2-3 mois. En fait, il y avait des gammes pour le grand public, des gammes pour les professionnels. Les références changeaient. Je suis incapable de te donner la liste des machines qu'il y avait à l'époque. Et puis, il y avait eu quand même un certain nombre d'erreurs stratégiques, ce qui ont conduit à 97 à pratiquement couler la boîte. D'abord, comme tu sais, ils avaient autorisé Microsoft en 95, enfin un peu avant, à utiliser le système de fenêtrage et de menu déroulant parce qu'il y avait eu une forte pression de Bill Gates en disant mais on va arrêter de développer Office. Ah oui. Et donc John Sculley avait pris peur, donc ça s'est reconnu bien après, hein, mais il leur a accordé une licence, donc est sorti Windows 95. 1995, c'était chaud. Et puis en même temps, Apple qui cherchait désespérément comment faire, avait donné l'autorisation de cloner, et il avait cédé une licence de son système d'exploitation et de sa technologie les clones. À des gens. Donc il y a eu la guerre des clones. Donc en fait, c'était parti d'un esprit bon enfant où ils avaient dit, écoutez, on vous autorise à faire des Mac, mais il ne faut pas qu'ils soient moins chers ou plus rapides. Et évidemment, 3 mois après, ils étaient beaucoup moins chers et beaucoup plus rapides. Et oui, on se souvient de Motorola, par exemple, ou de Power Computing, hein, Alex.
Absolument. Oui, absolument. Bon, il y a une Umax. liste plus ou moins exotique parce qu'il y avait les cloneurs autorisés et puis il y a eu des cloneurs non autorisés. Sauvages. Donc il y en a eu un sacré paquet. Et c'est également donc à cette époque que le nom du système d'exploitation a changé parce qu'il fallait pouvoir quand même identifier que c'était un Mac. Donc le système est devenu macOS. Oui, et macOS 8, je crois, la sortie a été précipitée par Steve Jobs, justement parce que je crois que dans les clauses avec les cloneurs... Ouais, il y était pas, hein, Steve. Il est revenu après. Oui, je crois que la fin des clones a été... Ah oui, c'est lui. Il était en coulisses, en tout cas. Oui, la fin des clones, c'est le retour de Steve, c'est sa première décision. Et ça, il a fait en sorte, en fait, contractuellement, pour pouvoir mettre fin au contrat des cloneurs, il fallait, un peu comme quand on déménage, on peut résilier son abonnement avec son fournisseur d'accès Internet. Si Apple sortait une nouvelle version majeure de son système d'exploitation, il pouvait remettre en cause les contrats avec les cloneurs. Et donc macOS 8 a été anticipé, on va dire, par Steve Jobs, de manière à pouvoir arrêter cette plaisanterie, enfin en tout cas cet accord qui ne lui plaisait pas du tout. On était parti sur un autre sujet, sur Spartacus, on n'avait pas cité son nom encore. C'est ce Mac que tu as, Elie, je crois. Absolument. Alors il n'est pas à côté de toi là. Non, hélas. Non, je l'ai prêté. J'avais eu un peu plus de temps, j'aurais essayé de le récupérer. En fait, l'université de Nice a fait un musée de l'informatique. Et donc, j'ai beaucoup hésité, hein, mais... donc ils m'ont demandé de leur prêter, il est sous bonne garde, sous alarme et tout, parce qu'il est totalement fonctionnel en fait, hein, ce Spartacus. Et à l'époque, c'est une machine très très chère et très très difficile à avoir. Donc là voilà, effectivement, il est exactement comme ça. Il marche encore, hein, donc il marche en système 9.1. Qui était le dernier qu'il accepte d'utiliser. Et voilà, donc là, tu le vois démarrer. Et c'est en fait le premier design de Jonathan Ive. C'est la première fois qu'il a designé un ordinateur entier. J'ai un souvenir d'un prix à 50 000 francs à l'époque. Écoute, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça. Bon, moi, je ne l'avais pas payé ce prix-là parce que j'avais la chance parmi mes amis d'avoir le vice-président finance d'Apple Europe, donc Georges Guillon de Chemilly, que certains d'entre vous connaissent, qui me l'avait obtenu. Oui, donc, qui me l'avait obtenu à un prix employé Apple. Donc, voilà. À l'époque, ça existait encore. Oui. Certains en ont abusé d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'est arrêté, il paraît. Bref. On va pas soulever les vieux dossiers. Spartacus, donc on est en 97. C'est une machine aujourd'hui, j'imagine, très, très rare. Enfin, on t'a déjà proposé de l'acheter ou... Non, parce que je le dis pas trop. Ah bon, d'accord. Bon, maintenant c'est bien, ça va être public. Gilles, tu voulais dire quelque chose? Je crois qu'il y avait un nombre limité d'unités qui ont été fabriquées. Sûrement. Dès le départ, je crois que c'était 50 000 ou quelque chose comme ça. Non, moi, ou 25 000. Il me semble de mémoire qu'il y avait quelque chose comme ça. C'est l'espace Turing qui à l'université de Nice qui... Absolument. Oui. Qui quoi? Qui reçoit, là, qui héberge le Spartacus d'Eli. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Oui. Voilà, donc une machine rare. Bien. Une machine rare et hors de prix quand on l'achetait au prix fort. Pour préciser, hein, c'est 20 000 exemplaires et pour éviter qu'il puisse être refabriqué derrière, le moule qui avait servi à fabriquer la coque a été cassé. Oh là là. Aïe. Bon, merci pour cette précision, Alex. Alors, on est en 97, en juin, quand sort le Spartacus. Enfin, il sort. En tout cas, sur commande pour ceux qui peuvent se l'offrir. Il y a un moment très important dans la vie d'Apple, c'est évidemment mai 98. Alors, allez, en aveugle, mai 98, qu'est-ce qui se passe, les amis, en mai 98? Allez, comme à question pour un champion, le buzzer. Le premier iMac? Ouais, bien, Gilles. Alex, il y a autre chose en 98, au mois de mai? Au mois de mai en 98, laisse-moi deviner. Alors c'est pas une nouveauté, mais c'est un produit Apple que Steve Jobs a complètement redesigné. Alors là, écoute, si je te dis Batman. Oui, le portable, le PowerBook.
Oui, absolument. Le MacBook Pro, oui. Le PowerBook G3, très exactement. Oui, absolument. En tout cas, le nouveau modèle. C'est l'époque où Steve Jobs découvre qu'il a des talents en interne pour dessiner des ordinateurs qui lui ressemblent, et où effectivement, on le voit à l'image, sort cette machine qui inspire solidité, puissance et tout ce qu'on veut, et qui connaîtra un vrai succès auprès des amateurs, mais plus que ça, qui relancera aussi Apple sur le terrain des portables, en même temps que l'iMac l'a relancé sur le terrain de l'ordinateur personnel. Ouais. Et je ne sais pas si tu te souviens, cette image des dents de la mer, c'était pour dire qu'en gros, en termes de puissance, le PowerBook... C'était le portable, je crois. Il mangeait les Pentium à l'époque. Il mangeait les Pentium, c'est ce que l'ordinateur le plus. C'est ce que Steve Jobs disait pendant cette conf. Alors il y a évidemment un autre produit. C'est sans doute le Mac qui a sauvé Apple, on peut le dire comme ça, Ellie. 98. Tu parles de l'iMac ? Hein ? Tu parles de l'iMac ? Ah, je crois que je parle de l'iMac, ouais. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, l'iMac a corrigé la 3e erreur d'Apple. On avait coupé avant ça, qui était qu'en 1995, Apple avait complètement ignoré le phénomène Internet, la naissance du web. Ils avaient leur propre écosystème avec AOL et puis avec eWorld. Et en fait, c'était des systèmes pas du tout connectables. Et quand Steve est revenu, une des premières choses qu'il a fait, à part arrêter les clones, c'est de créer une machine qui se connectait à Internet en 3 clics, j'allais dire, mais en 3 opérations, qui étaient brancher le câble téléphonique, appuyer sur le bouton de démarrage, et c'était le iMac. Certains l'ont appelé Internet Mac, certains après c'est devenu le i comme iCEO et i tout ce qu'a fait Apple depuis. Mais au départ, dans l'idée, c'était un Mac qui se connectait à Internet et qui réparait 2 années ou 3 années d'erreurs monumentales. Ouais, alors, il y avait tu as absolument raison, hein, il y a 3 autres caractéristiques. Le fait qu'il était totalement silencieux, le fait que tout était intégré, il n'y avait pas cette câblerie qu'on retrouvait à l'époque dans le monde PC, et puis il n'était pas gris. Et pour l'illustrer, souvenez-vous des pubs pour l'iMac à l'époque, regardez. Voilà, Think Different et c'est Hello to iMac, c'est évidemment un clin d'œil au premier Mac de 84. Bondi Blue, c'était la couleur de cette plage en Australie qui a donné son nom à ce modèle de Mac. Alex, ça a vraiment été le symbole du début du retour d'Apple, hein, cette machine. Oui, parce que, comme tu l'as dit, hein, alors évidemment, le format monobloc est une référence évidente au premier Mac, qui, je rappelle aussi, était silencieux, dépourvu de ventilateur. Hein, c'était une machine totalement silencieuse. C'est vrai. Et cet iMac, en faisant revenir Apple sur le terrain du design, a fait entrer l'ordinateur personnel dans le salon. C'était plus un vilain objet qu'on cachait, c'était un ordinateur qu'on pouvait mettre au vu de tout le monde, un bel objet qui ne cachait pas ses entrailles, donc il y avait ce côté ouvert et donc rassurant, hein, qui était exactement à l'opposé de la première image que montre la publicité, à savoir une machine compliquée avec des câbles partout, des périphériques à ne plus savoir quoi en faire. Non, l'iMac n'a plus de lecteur de disquette, l'iMac n'a juste un câble pour le brancher au secteur et un autre éventuellement à la ligne téléphonique, et c'est tout. Alors il a des défauts, il a cette souris dont on a beaucoup parlé à l'époque. La souris ronde, Voilà, qui a fait la fortune des accessoiristes parce qu'elle était absolument inutilisable dès qu'on avait une main normale. Mais voilà, il n'empêche que cet iMac
a lancé énormément de choses et même relancé beaucoup d'accessoiristes qui lui ont fourni des tas et des tas de périphériques dans ces teintes-là, avec un plastique translucide, à la norme USB, hein, norme que Microsoft et Intel voulaient absolument imposer au PC, mais dont personne ne voulait, et Apple l'a pris et l'a imposé à tout le monde, et tout le monde a suivi. Et puis, il faut se souvenir aussi de l'absence de lecteur de disquette. Qu'est-ce qu'on en a entendu parler à l'époque, C'est vrai. C'est vrai, Apple a pris un certain nombre de paris, mais ils étaient sûrs de leur coût. Mais nous, nos clients, effectivement, étaient très inquiets. Comment un ordinateur sans lecteur de disquette, et surtout un ordinateur USB, ça leur semblait... Il n'y avait pas de périphérique USB. Hein, donc, c'était un pari fou. Et puis maintenant, quand on réfléchit à l'heure actuelle, on se demande comment on faisait avant sans. Absolument. Voilà, donc c'était Mec 98, c'est vraiment on va dire, le début du retour d'Apple. Voilà, c'était il y a plus de 15 ans maintenant, mais on peut dire que tout est parti de là. Oui, vous avez quelque chose à rajouter, les amis ? Oui, faut quand même... c'est de l'anti-Apple jusqu'à présent, puisque pour la première fois, Jobs prenait l'USB qui était quelque chose de standard et supprimait le lecteur de disquette, on l'a dit, mais il faisait le choix de l'industrie. On supprimait le port ADB, qui était le port propriétaire. Ouais, l'ADB, c'est ce qui servait à brancher le clavier et la souris avant l'USB. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, il était quand même en avance, et parfois on a tort en étant trop en avance. Hein. Donc c'était presque le cas à l'époque. Hein. Oui, mais Apple n'a pas arrêté de faire de paris comme ça, de sauts technologiques sur le matériel, tout en gardant une compatibilité logicielle qui a toujours été admirable, parce que c'est les seuls qui ont réussi à migrer de macOS 9 à macOS 10, on n'y est pas encore, mais bon, ou en tout cas de Motorola au PowerPC, comme on a dit tout à l'heure, sans trop de casse. Et puis après, c'est un système... En logiciel, ils n'ont jamais arrêté d'évoluer tout en étant compatibles, mais en matériel, ils ne craignaient pas les ruptures. Ouais. Alors, on n'est plus très loin de cette transition, hein, tu sais, Ali, puisqu'on est déjà en 99 maintenant, puisque le prochain Mac dévoilé par Jobs, c'est le Power Mac G4. Ça, c'est un G4. En l'occurrence. On est un peu plus tard là dans le temps, mais c'est à peu près ça. Oui. On est en septembre 99, pour être très précis. Oui, c'est ça. Ouais. Et là aussi, c'est une machine qui fait envie, quoi. Et même esthétiquement, ça ressemble à nouveau à rien de ce qui se faisait à l'époque, Alex. Non, ça ressemble à rien. Alors bon, ça ressemble à quelque chose, mais il y a ce format tour hein, qui est le seul, on va dire, le seul lien avec le monde de l'ordinateur de bureau. Et c'est une machine... Alors, bon, là, on parlait du G3, ça c'est un G4, mais ça ne change rien. C'est une machine qui est pareil, comme l'iMac, a une apparence conviviale, et qui pour le coup l'est vraiment, puisqu'elle s'ouvre simplement en tirant une petite gâche. Ouais. Le capot latéral droit s'ouvre, se pose à plat, on accède à tous les composants. En exactement 5 secondes, on peut changer une barrette mémoire, ajouter une carte vidéo. Enfin, c'est une machine très ouverte, et en ce sens qui a énormément eu de succès pour ça. Et qui en plus était puissante. Hein. Apple à l'époque a fait des publicités sur, je crois que c'était avec cette machine, sur ses capacités de calcul on va dire military grade, hein, qui sont pour des utilisations militaires, pour laquelle il fallait une autorisation gouvernementale pour la vendre. Pour l'export, c'est ça, voilà. Exactement. Un teraflop. Si vous me permettez, il ressemble à rien. Il ressemble aussi au Power Mac G3 dont tu parlais, Benjamin, et qui était bleu, lui. Si je me rappelle bien. Bleu, voilà. Ouais, exactement. Dont le bleu comme l'iMac. Voilà, il reprenait l'iMac. Et pour revenir sur la reconstruction d'Apple par Steve. Steve l'a construit autour de cette pépite qu'il a trouvée en revenant, qui était le PowerPC le PowerPC G3, qui était la machine, la puce des PowerBook, de l'iMac et du Power on s'y perd, hein. Oui, on s'y perd.
Il y a eu tellement de noms qui se sont croisés. Du Power Mac G3, ça y est, j'y suis. Personne ne veut le score bleu. de Gilles. Du Power Mac G3. Écoute, appelons-le le Power Mac G12, comme ça on aura... Comme ça, on n'aura pas de problème, on sera tous d'accord. Je vous propose un truc, c'est qu'on va passer à la machine d'après, parce que je ne les ai pas comptés, mais il y en a un paquet en 30 ans. Et moi aussi, c'est à nouveau une machine qui m'a fait envie à l'époque. Jobs avait dit que c'était l'iMac portable, la machine que les Mac users attendaient depuis longtemps. J'imagine que vous voyez ce dont je veux parler. Le palourde. Le palourde, voilà. Oui. Là aussi, dans le design, c'était un objet hallucinant à l'époque. Oui, et puis... L'iMac a emporté, oui, c'est ça. C'est ça, hein. Et comment dire, ce qui était terrible à l'époque, on parlait, c'était Ellie qui parlait des ruptures matérielles. Le premier qui a imposé à tout le monde le Wi-Fi et la norme 802.11b, c'est Apple avec cette machine-là. Ah, mais je me souviens de la première démonstration d'un Wi-Fi pendant une conf Apple, justement. Absolument. C'était dans la même pièce, hein, je crois, d'un bout à l'autre de la pièce. Je crois que c'était Jobs sur scène et Phil Schiller à l'autre bout. C'est ça. Et c'était hallucinant. Enfin, Alors, on se souvient de ce design. Alors, beaucoup d'applaudissements, évidemment, pour la présentation de l'iBook. Et puis, le détail qui tue aussi. Alors, il n'y a pas d'attache. Et le truc qui tue, c'est, en dehors des ports, puisqu'il était très complet à l'époque, c'est, regardez bien, hop, pour le transporter. La petite poignée. Et la petite poignée, le truc génial, voilà. Bon, il y a eu quelques critiques. Hein. Certains ont dit que ça ressemblait à un sac de femme, hein. Donc que c'était un accessoire féminin. C'était... peut-être en orange, mais en bleu, c'était pas mal, non? C'est vrai. Steve Jobs, lors de cette présentation, disait, en gros, nous, le dessous de notre ordinateur est plus joli que le dessus de n'importe quel autre PC. Donc on a mis une poignée pour que vous puissiez le porter sans avoir besoin d'une sacoche, quoi. C'est pas la peine de le cacher. Il est beau, il a pas besoin d'être rangé. En plus, il est résistant au choc. Il est entouré de caoutchouc et tout. Donc voilà. Alors on arrive à l'an 2000, on vient de passer le bug de l'an 2000 qui finalement n'a pas fait tellement de dégâts que ça, et on se retrouve au mois de juillet à New York avec Steve Jobs sur scène pour Macworld, et alors ce qui sera sans doute le Mac dont il est le plus fier, mais en même temps l'un de ses plus gros échecs. Vous voyez de quel Mac je parle, les amis? Bien sûr, bien sûr. Le Cube. Oui. Machine assez géniale aussi. Élie, est-ce que tu peux nous rappeler en gros ce qui l'a différencié de ce qui existait auparavant? En fait, principalement, c'est son design. Il y avait, si je me rappelle bien, et j'en ai un, encore une fois dans mon musée, c'était un processeur, je pense, G4 encore à l'époque, mais la machine semblait flotter parce qu'il y avait cette partie en plexi transparente qui la mettait un tout petit peu au-dessus de la table, et donc ce lecteur de CD sous forme de toaster, en fait, on le glissait verticalement. Et en fait, c'était une machine qui s'allumait avec un bouton où il suffisait de passer le doigt dessus pour qu'il s'allume, et ça lui a d'ailleurs valu plein de problèmes puisque, en particulier nous dans notre région, qui est une région un peu humide puisqu'on n'est pas loin de la mer, c'est des machines qui se mettaient en marche ou qui s'éteignaient spontanément parce que le détecteur, en fait, le bouton de mise en marche était très sensible à l'humidité, et il a été très très critiqué pour ça. Il avait quelques problèmes techniques, mais au niveau design, c'était stupéfiant. Justement, Alex, il y avait aussi eu ces rumeurs de fissures dans le plastique, je crois, dans le plexiglas. Oui, alors en fait... il y a eu un mauvais buzz, en fait, hein. Oui, en fait, il y avait une légère, ce qui pouvait ressembler à une rayure, et encore fallait-il la voir, qui était simplement due au système d'injection, hein, dans le moule pour le plexiglas. Et donc, à partir de là, la concurrence qui ne savait pas faire cette machine. Moi, je sais avoir discuté avec des gens qui, à l'époque, travaillaient dans l'industrie du PC, qui se sont rués pour acheter cette machine pour voir comment elle était faite, et qui ne comprenaient pas comment Apple avait réussi, dans un cube de 20 cm de côté, à faire rentrer toute cette technologie, et surtout, encore une fois, sans ventilation autre qu'un système naturel. Elle aspirait l'air naturellement par le bas, le recrachait par le haut. Il n'y avait pas de ventilateur. Et voilà...
il fallait trouver quelque chose pour un petit peu lui couper l'herbe sous le pied, et donc certains ont dit qu'elle se rayait, qu'elle se fendait, et qu'il y a des fissures dedans, et voilà. Et bon, le mal était fait, il n'y a pas que pour ça, parce qu'elle était finalement un petit peu chère aussi. Donc elle a eu un beau succès d'estime, peu de succès commercial, mais ça reste une machine exceptionnelle. Et c'est la machine qui, quelque part, a vu naître macOS 10, donc voilà, elle est importante à plus d'un titre. Absolument. Et quelque part, c'est l'ancêtre du Mac Pro, en fait. Oui, Ellie. Tout à fait. L'ancêtre du Mac Pro, oui. Oui, parce que l'air qui passe par le fond qui ressort en haut, c'est le même principe, en fait, du Mac Pro actuel. C'est vrai. Ou du Mac Mini, parce qu'il y a un petit air aussi avec le Mac Mini. Oui, c'est vrai. Un peu plus plat, mais oui. Alors, on va encore avancer d'une année, puisqu'on se retrouve maintenant en janvier 2001. On est toujours à Macworld avec Steve Jobs sur scène. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est absolument ça. Et là, on retourne sur l'actu des portables, des Mac portables, avec un Mac, alors, qui plus dur que dur. Tu parlais de military grade tout à l'heure, Alex. Si je te dis titanium. Le PowerBook G4 Titanium, qui est quelque part la machine qui a fondé le design des portables d'Apple pour depuis cette époque-là, depuis maintenant 13 ans, 14 ans presque, puisque c'est janvier 2001. Il y a très peu de différence de design avec les MacBook Pro actuels, si ce n'est qu'ils sont plus fins aujourd'hui et ils sont pas faits dans le même matériau. Mais on est sur un produit en métal avec un grand écran qui fait presque bord à bord et un châssis métal donc assez résistant. Bon, il était moins à l'époque aujourd'hui, mais voilà, on est le clavier rétro-éclairé, ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup d'innovations et pour éviter que la machine chauffe trop et en même temps reste légère, Steve Jobs, enfin Apple, emploie le titane pour la première fois dans un portable. Ouais. Et Jobs avait dit c'est l'alliance de la puissance et du sexe. Il l'avait dit sur scène à Macworld, donc c'était assez surprenant de sa part, mais voilà, il y avait un petit côté effectivement, un gros côté sexy dans cette machine. Tu t'en souviens, Ellie, aussi, j'imagine? Ah oui. Bah, je pense que c'est un portable que nous avons tous eu et qui reste presque d'actualité aujourd'hui. Donc, il y avait pas mal de technologies. Je ne sais pas si c'était pas un des premiers à avoir la pomme correctement placée lorsqu'on l'ouvre. Parce que tu te rappelles, les premiers portables, la pomme était inversée. C'est vrai. Notamment sur l'iBook, tu as raison. Ouais. Gilles, c'est une machine que tu as eue ou qui t'a fait rêver Non, que je n'ai pas eu, qui m'a fait rêver. Et il y avait des camarades autour de Mac+, qui même des filles qui en étaient raides dingues pour rebondir sur ce que tu pouvais. Tu vois qu'il y avait un côté sexuel. C'est ça. Bon, on va continuer d'avancer dans le temps. On fait un saut d'un an à chaque fois. C'est un bon rythme finalement pour à chaque fois une machine qui, veut dire, à sa façon, révolutionne un petit peu l'informatique à chaque fois. L'iBook blanc, le premier, arrive en mai 2001 et puis en janvier 2002. Alors c'est la nouvelle génération d'iMac et là il y a une vraie rupture en termes de design. Je vous propose qu'on regarde ensemble l'une des pubs qui avait été faite à l'époque. Wait till you meet the new iMac. Voilà, l'iMac G4 qu'on a surnommé très vite le tournesol. Ellie, là en termes de design, là il y a du Jonathan Ive à fond les ballons. Hein. Absolument. On en avait parlé d'ailleurs lorsqu'on avait évoqué le bouquin, la biographie de Jonathan Ive. C'est une de ses réalisations dont il est le plus fier. Et en plus, c'est une inspiration Pixar en fait. On l'avait appelé Luxo par rapport à la lampe Luxo de Pixar. Vrai. Et d'ailleurs, Pixar avait fait une animation avec l'iMac reprenant ça. Donc, Pixar appartenait à Steve Jobs déjà à cette époque. Et donc, c'était un peu un clin d'œil aux deux sociétés qu'il dirigeait.
Voilà, et Alex, enfin, vraiment, en dehors de la demi-sphère hein, qui sert de base, le bras articulé était vraiment extraordinaire sur cette bécane. Hein. Moi, j'ai acheté cette machine, alors pas le premier, mais j'ai acheté le 17 pouces 2 ans plus tard à un Apple Expo. Je suis toujours amoureux de ce design que je trouve vraiment fantastique. Celui que j'ai est encore fonctionnel, le rétroéclairage de l'écran est cassé et c'est assez compliqué de trouver des pièces pas trop chères, mais cette machine, vraiment, je l'ai utilisée pendant des années et des années pour mon travail tous les jours. Oui, ce bras articulé, on n'a pas fait mieux depuis. Il permet d'orienter l'écran dans absolument tous les sens, en haut, en bas, en travers. Enfin, vraiment, on n'a pas fait mieux, ce qui était même un problème pour Apple parce que ce bras articulé a posé un problème. Les gens ont eu peur qu'il soit fragile et donc a empêché cet iMac d'entrer dans les endroits comme les écoles, des choses comme ça, parce qu'on pensait qu'il ne résisterait pas à des manipulations quotidiennes trop importantes. Et pourtant, Et pourtant, ce bras en lui-même pesait très lourd. Hein. C'est une vraie pièce d'aluminium moulé. C'est quelque chose pour. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci de fiabilité de ce point de vue-là. Je le transportais par le bras. Hein, donc. Une preuve de sa longévité, même si je ne devrais pas le dire, mais on en a encore un ou deux en activité dans la société, cachés dans les bureaux, hein, pas dans le showroom, mais on en a qui marchent aujourd'hui. Eh oui, ça m'étonne pas. Voilà, donc l'iMac G4 tournesol, c'était en janvier 2002. Alors, pour vous donner une petite idée, mes amis, il nous reste 6 minutes pour balayer 12 ans. Mais comme les 12 dernières années sont, on va dire, on les a plus en tête que les 20 précédentes, je me suis dit que c'était plus intéressant de revenir majoritairement sur les Macs les plus anciens. On va quand même continuer d'avancer jusqu'à aujourd'hui parce que ça vaut le coup d'avoir une vue complète. Une bécane qui malheureusement a disparu du catalogue d'Apple, c'est le Xserve, le Mac en rack qui était apparu en juin 2002. Finalement, il a été remplacé par quoi, ce Mac en rack qui servait beaucoup dans les data centers? Ce Mac, donc le Mac serveur, effectivement, le premier rackable, a été remplacé par, d'une part, le Mac mini en version serveur, auquel Apple a un jour enlevé le lecteur de disque optique pour le remplacer par un deuxième disque dur, et puis c'est devenu, a généralisé ça ensuite sur les suivants. Et d'une part donc le Mac Mini, et d'autre part un Power Mac, donc le format aluminium brut dont on n'a pas parlé, mais dont tout le monde voit, auquel je fais référence, dont une version serveur également a été proposée. Mais bon, on est loin du matériel rackable, c'est un peu un pis-aller, mais comme Apple a jamais vraiment réussi à vendre son Xserve, et sans doute ceux qui voulaient utiliser un Mac en serveur se contenteraient d'une des deux solutions proposées à l'époque. Et le Mac mini serveur est toujours disponible d'ailleurs. Hein. D'accord. Alors, on va avancer les amis parce qu'il nous reste quand même 2-3 Macs dont je voudrais qu'on parle avant de se quitter. Le Mac Pro qui est revenu à la une de l'actu ces dernières semaines. La première version est sortie en août 2006. L'iMac G5 était arrivé en août 2004. Et puis le Mac Mini dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est en janvier 2005 qu'on le voit débarquer. Ce qui était intéressant, c'est que le Mac Mini, c'était la première fois qu'on avait un Mac, on va dire, vraiment abordable parce que livré sans accessoires aussi, c'est ça l'idée, hein? Absolument. Sans clavier, sans souris et sans écran. Donc, Apple avait voulu faire un test en disant on veut capter de la clientèle PC. C'était à l'époque des switchers, hein, c'était une phrase très très à la mode. Et il s'était dit quelqu'un qui a déjà investi, qui a un bel écran, etc., et qui veut tester ce qu'est Apple, il peut acheter en fait juste l'unité centrale, utiliser son écran, utiliser son clavier et sa souris, et voir si ça lui plaît. Donc c'était une sorte de cheval de Troie pour débaucher des utilisateurs de PC. Le Mac Mini, vous en avez tous un exemplaire quelque part, les amis, ou pas? Oui, absolument. J'en ai toujours un, moi, ouais. qui me sert de serveur à la maison, qui est pas un des premiers G5, mais qui est un suivant un Intel, mais qui est une machine très fiable, qui fait pas de bruit, qui chauffe très peu. Donc elle est dans un placard enfermé, et elle est allumée. Alors pas en permanence parce que j'ai pas toujours besoin de mon serveur, donc quand je suis pas là, je le coupe, mais fonctionne très très bien. Ouais.
il n'y a rien à dire sur cette machine qui est effectivement très très fiable. Gilles? Alors, sous le contrôle d'Alex et d'Eli, je me demande si ce Mac Mini n'a pas commencé avec un G4. Et il a fuité, il a été présenté par Intel comme une sorte de prototype après sa sortie. Et très peu de temps après, en 2006, Apple tu as raison, c'est un G4. Hein, autant pour moi, il est sorti avec un G4, j'ai dit G5, mais il est sorti d'abord en G4, oui, tout à fait. Et très peu de temps après, Apple a annoncé qu'il passait à la plateforme Intel. Et donc on a compris pourquoi Apple n'avait pas râlé comme il a pu, ni même esté en justice, comme il a pu le faire après quand il a été copié par Android. Là, apparemment, il y avait des discussions qui étaient déjà bien avancées et une certaine complicité entre les deux. Les amis, je voudrais qu'on finisse, puisqu'on est quasiment au bout de l'émission, par, on va dire, le modèle le plus récent dont on va voir des images et qui a préfiguré toute la génération actuelle de Mac portable en tout cas. C'est le MacBook Air. Alors vous vous souvenez de son lancement, j'imagine. On est à San Francisco, à Macworld en janvier 2008. Et ce nouveau portable, il tient dans une enveloppe. Hein, c'était l'idée de Steve Jobs pour frapper les esprits. Voilà, le MacBook Air que personne n'a encore vu, il est dans cette enveloppe et c'est de là qu'il va le sortir. Voilà, c'est vraiment 5 ans plus tard, 6 ans plus tard même maintenant, il a donné le là finalement de toute la gamme actuelle. Hein. Absolument. À l'époque, il faut se rappeler que les fabricants de PC essayent absolument de vendre à tout le monde, et y arrivent d'ailleurs pas si mal à fourguer ce qu'on appelle des IIPC, des mini portables, et on se souvient que à l'époque, Apple raille ses produits en disant qu'en gros, ils sont moches, ils sont pas puissants, ils n'ont pas d'autonomie, en gros, ils servent à rien, ce qui est pas faux en l'occurrence, et Apple réplique avec ça, et donne le là. Tu le IIPC, l'achèvera plus tard avec l'iPad, mais tu l'IIPC avec ça. Et c'est vrai que moi je me souviens, cette machine, quand on l'a reçue à la rédaction, quand je la mettais dans mon sac pour partir, je me demandais le soir, en arrivant à la maison, si je l'avais bien prise, parce que elle pesait 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3, et on l'oubliait dans son sac sans problème. Voilà le MacBook Air donc, qui va clore notre grande rétrospective des 30 ans du Mac. Alors, on aurait pu parler des modèles encore plus récents, des Retina, du Mac Pro évidemment, qui ne cesse de prendre du retard maintenant qu'il est disponible à la commande. Il y en a un sur le bureau, regarde, à côté de mon épaule. Je l'ai montré tout à l'heure. Il est là. Ouais, tu l'as eu finalement alors. Oui, absolument. En plus, ça c'est un Exaceur. Tu en as donc la grosse bébête. Oui, on a la chance, dans le showroom de Nice, je ne l'ai pas dans notre magasin, parce qu'on en a reçu à aujourd'hui 4. Donc on a quand même livré 3 heureux clients, mais la première machine qui est arrivée, je l'ai déballée, tout le monde râlait, mais je l'ai déballée pour nous. J'ai dit, dans celle-là, il faut qu'on la montre, et donc on l'a gardée. Bon, alors tu sais quoi, on se retrouvera très bientôt, Elie, pour que tu nous racontes en détail tes tests du Mac Pro, ok ? Avec plaisir. Avec plaisir. Je voudrais vous remercier Gilles, Elie et Alex d'avoir participé à cette première édition de iWeek en 2014. Je voudrais à nouveau vous renvoyer vers ce numéro spécial, ce hors-série d'iCreate consacré aux 30 ans du Mac. Voilà. 14,90 €, c'est aussi un prix un peu hors série, hein, Alex, mais ça vaut le coup, c'est un numéro. Il y a 0 page de pub. C'est vrai, il n'y a pas de pub, 180 pages, que de l'histoire, un numéro collector à garder, et vous le feuilletterez encore dans 10 ans, j'en suis sûr, juste avant la sortie du hors série pour les 40 ans du Mac. Merci beaucoup, les amis, et nous on se retrouve jeudi prochain à 22 h sur Watch TV pour iWeek. Salut à tous. Merci, à bientôt.